simple, déjà dans un premier temps, et ensuite, Cédric va montrer les autres au fur et à mesure, on va rajouter d'autres paramètres dans les cas de test. Alors, on va y aller étape par étape du token, enfin de l'API simple, après avec token en dur, après avec token en dynamique. On a fait 3 cas pratiques du coup. Et on parlera très rapidement aussi du XAPI Key, qui finalement dans la configuration se présente de la même façon qu'un token, mais on en reparlera à ce moment-là pour expliquer la spécificité en fait de ce paramètre. Je garde la main du coup, Cédric. Tu veux te présenter ou tu veux que je te fasse? Je vais le tenter avec mon PC. Si ça va un peu trop, bah, je te laisserai la main pour Figma du coup. Ça marche. Bah, du coup, je te lâche la. On va voir si ça passe. Ouais, j'ai un PC qui n'est pas très très puissant. Ou c'est mon réseau, je sais pas, on va essayer. Juste pour vous expliquer le contexte sur mon projet, on est en train de faire des maquettes sur une V2 en fait d'un site. Et il y a un collègue qui m'a parlé d'un logiciel qui s'appelle Figma, c'est un outil de UX designer. Et du coup, on s'est dit avec Benoît, Simon et Antoine qu'on pourrait faire les futurs meetings sur cet outil-là parce qu'on pourrait également partager les cas pratiques en dynamique. Donc là, apparemment, je pense que vous voyez mon écran. Ça n'a pas trop ramené. Yes. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une interface web, mais en fait, c'est uniquement des maquettes. Donc là, pour l'instant, on a créé tous les cas pratiques sur les API et par la suite, je vais aussi rapatrier les meetings qu'on a fait sur l'Express et les bonnes pratiques. On va tout centraliser dans cet outil-là. Donc, je vais vous montrer la partie API. Donc, voilà ce que je vous disais, on a créé 3 cas pratiques. Donc, on va démarrer par le simple. Cas pratique 1. Alors, le cas pratique, c'est on effectue un get sur une API et on vérifie le code retour 200. Donc, la première étape, c'est qu'on crée l'application. Donc, tous les champs que vous voyez là, c'est les champs dans Cerberus. Hein. Après, Simon fera une démo, c'est ISO Cerberus. Donc, on ne peut pas vous perdre. Donc, vous voyez, on renseigne tous les éléments suivants. Ensuite, j'ai détaillé que le host de l'application, ça correspond au host de l'API. Oui, je vous l'ai mis en bleu, vous n'aurez plus qu'à consulter la maquette. Ensuite, on crée un service. Dans le service pass, on ajoute la suite de l'URL. Donc, on voit que l'API complète, c'est l'application plus le service. Et ensuite, il suffit simplement de créer son cas de test. Donc là, c'est un point qu'on a bossé avec Benoît et Antoine et Simon, c'est que je ne connaissais pas du tout l'action set service call content. Je m'en servais jamais, et arrête-moi si j'ai des bêtises, Benoît. Il permet de récupérer le JSON Pass en fait de l'API, et à partir de là, on peut naviguer dans le JSON Pass et contrôler les éléments. Donc là, on voit. Tout à fait. Alors, juste ce qu'on peut dire, c'est que du coup, il y a 3 niveaux de configuration. La création de l'application, elle est intéressante parce qu'elle permet de gérer le multi-environnement. C'est-à-dire que dans le service, on va configurer l'accès au service relatif, donc la partie droite de l'URL. Et dans la plupart des services, c'est le host qui va définir l'environnement. Donc le fait d'attacher le service à l'application va permettre de configurer une fois le service et pouvoir l'appeler dans les différents environnements. Donc après, on reprend exactement la même logique que quand on teste un site web ou une application. Finalement, la gestion au niveau de mon application de mes différents environnements et différents endpoints, il est centralisé une seule fois au niveau de mon application. Et après, je peux mettre autant de services que je veux attachés à l'application. Et automatiquement, ça pointera sur le bon environnement. Ça limite l'effort de configuration et ça permet de configurer une fois le service, quel que soit l'environnement sur lequel on veut lancer des cas de test. Voilà, et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que quand vous voyez le contrôle, donc on vérifie qu'on a bien un code retour 200. Donc on vérifie l'attribut HTTP return code et en fait c'est en format JSON, vous voyez, $ pour response. Je sais pas si, je pense que certains ont déjà fait un peu de JSON pour vérifier des API, sûrement avec Postman, en général c'est un peu ce qui est utilisé basiquement. Donc là vous voyez, on peut vérifier le code 200 et on a également ajouté un contrôle sur une valeur texte. Là en fait c'est un élément de notre JSON pass, on vérifie que la valeur c'est bien -1. Donc on vérifie le code retour plus une valeur. Donc il faut vraiment tester un peu ce que vous voulez avec Cerberus. Donc là, c'est vraiment un cas basique. Je pense que vous l'aurez jamais parce que vous aurez sans doute tout le temps un token. Du coup, on va passer. Cédric, si je peux me permettre, du coup, je pense aussi que tu peux zoomer en augmentant le zoom. Si je peux pas plus, en fait, avec Figma, là, je suis au maximum au niveau de. Ah, mais parce que tu t'en sers pas comme en mode navigateur. Oui, ouais, sur l'application. Désolé, je pensais pas que ce serait comme ça, mais au pire, je vous aurai les maquettes, vous pourrez tout retracer.
comment ça marche, vous pourrez voir après de l'autre côté. Je voulais le lancer, donc vous voyez que quand vous allez jouer votre cas de test, votre cas de test appelle votre service getUserList, enfin ça s'appelle getUserList, ensuite votre service appelle votre application, ce qui forme l'API entière, vous voyez là. C'est comme ça que ça fonctionne dans Cerberus finalement. Et tu le montres dans Cerberus après? Je montre les 3 cas pratiques, ensuite Simon les repasse directement via l'outil. Comme ça, je pense que ça parle. Donc là, c'est exactement le même cas, sauf qu'on a un token en dur. Donc encore une fois, on crée son application, on crée son service. Il n'y a rien qui change. Hormis le fait que dans le service, on ajoute l'attribut autorisation de type bearer et on ajoute la property.token. Donc là, vous voyez votre cas de test. Dans property, on a créé la property generated token. Ah mince, j'aurais dû mettre token tout court, pardon, je ne l'ai pas mis à jour. Enfin, là, c'est property token et elle est appelée ici dans le service. Quand on joue le cas de test, vous voyez. Ah, j'ai pas renommé le nom, Simon, tu vois, j'ai oublié. Ouais. Enfin, on aurait pu aussi très bien la mettre directement finalement en property, hein, ça aurait rien changé puisque là c'est du dur. Mais bon, c'est pareil, c'est de la bonne technique. Ouais, c'est pour en fait. Pourquoi on le met en property C'est pour le troisième cas, je préférais faire en plusieurs étapes pour montrer le troisième cas. Donc là, encore une fois, vous voyez, pareil tout à l'heure, sauf que là, le service appelle le token du test case. Donc là, le dernier cas, c'est sûrement celui que vous aurez tout le temps en pratique sur vos projets. Donc encore une fois, application, service, on crée son cas de test. Sauf que là, on crée une property token, mais de type data library. On fait un get from data library. Donc forcément, on doit créer une data lib. Et cette data library va appeler un service qui, lui, va générer le token dynamique. Donc pour ceux qui ont fait un peu de Postman, c'est quand vous faites votre post token pour après générer vos cas de test. Alors une fois que vous allez jouer ce cas de test, première étape, vous récupérez, le post est fait pour le token. Vous récupérez, vous le stockez dans votre cas de test. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, vous voyez, votre token est appelé dans le service. Je pense que c'est bien résumé. Benoît, je ne sais pas si tu as des trucs à... Ouais, non, tout à fait. Donc après, on le verra mieux quand on sera dans l'outil, ça sera plus parlant. Mais je pense qu'on peut quand même rajouter, c'est qu'effectivement, dans la configuration du cas de test, dans l'action, on va faire une action d'appel de service. Et c'est à l'intérieur de cette action d'appel de service, Cerberus va détecter qu'il y a des variables à calculer. Et dynamiquement, il va savoir que pour calculer la variable, il doit à nouveau appeler un service pour récupérer le token. Donc il n'y a pas besoin de finalement coder dans le cas de test la cinématique de je dois rappeler mon service, ça sera fait nativement directement par Cerberus. Et après, une autre remarque aussi qu'on pourra illustrer quand on sera sur l'outil, ça sera plus parlant, c'est que par défaut dans Cerberus, quand je fais une action d'appel de service, tous les contrôles que je vais faire après cet appel de service, ils vont se positionner sur le retour de mon appel de service. Donc, si mon service retourne à JSON, tous les contrôles seront utilisables avec du JSON pass sur ma structure JSON. Si mon service appelle du XML, il faudra mettre des XPath pour pouvoir tester le contenu de la réponse de mon service. Donc, ça, c'est ce qui existe en natif. L'action supplémentaire dont parlait Cédric, c'est le fait que on a une action particulière qui s'appelle set service call content, qui permet de positionner finalement le contexte de mes contrôles sur un objet JSON qui va pas seulement prendre le contenu de la réponse, mais qui va prendre aussi tous les en-têtes et des variables contextuelles du protocole HTTP. Je vais pouvoir récupérer le retour du code HTTP, mais aussi toute la liste de tous les headers, aussi bien dans la request que dans la response de mon appel que je viens d'exécuter. Donc ça permet de faire des tests un peu plus, un peu moins fonctionnels, un peu plus techniques sur le contexte de l'appel.